On souhaite la bienvenue à tout le monde. Mon nom est Christian Lachapelle. Je suis à la coordination de la Fabrique réelle. Je suis accompagné aujourd'hui de mes deux collègues Nadia Villeneuve qui va animer une bonne portion de la rencontre et de Marianne Dubé qui va aussi intervenir dans le clavardage avec nous. Donc, la journée, en fait, la présentation aujourd'hui, en fait, là, on vous invite à vous mettre à l'aise, ajustez vos micros, caméras. S'il faut, vous fermiez vos caméras, les ouvrir, il n'y a pas de problème. Donc, allez-y comme ça. On va utiliser principalement le clavardage pour les échanges. Donc, n'hésitez pas à aller mettre des questions ou des réflexions, commentaires dans le clavardage. Et on va aussi avoir des blocs de questions où vous pourrez lever la main pour pouvoir poser les questions. Je vous informe que la présentation d'aujourd'hui sera enregistrée, donc elle sera disponible en CC BY. Comme celle de lundi aussi, on va vous la faire parvenir, ainsi que la présentation PowerPoint comme telle dans les prochains jours. On veut juste s'assurer que tout est OK. Et on aimerait, d'entrée de jeu, vous faire un mini sondage pour prendre le pouls un petit peu de notre auditoire aujourd'hui. Donc, je vais poser les questions et puis vous pourrez répondre. Je vais donner des choix de réponse. Vous pourrez lever la main numérique donc, pour répondre à ce questionnement-là. Donc, première question, on aimerait savoir de quel ordre d'enseignement vous êtes. Alors, les gens qui seraient de l'ordre du cégep, levez la main, s'il vous plaît. Donc, on va prendre ça en note. On aurait 3 personnes. Super. Vous pourrez maintenant baisser la main. Maintenant, qui serait de l'université? On a plusieurs personnes, les mains se lèvent. Excellent. Donc, vous pourriez baisser la main. Je vous remercie. Maintenant, au niveau des postes occupés, alors, on aimerait savoir qui parmi vous sont des enseignantes ou enseignants. Donc, j'inclus professeurs, chargés de cours. Excellent. Donc, je vous remercie. Vous pouvez baisser la main. Maintenant, on va faire la distinction. Qui serait bibliothécaire parmi vous? En levant la main. Après 2 personnes. Excellent. Qui serait conseiller, conseillère pédagogique? Donc, en levant la main, Nadie, 4 personnes. Excellent. Puis, je vais dire qui est autre. Donc, qui se catégoriserait non? Donc, ni enseignant, ni enseignante, ni bibliothécaire, ni CP, en levant la main. Super. Dernière petite question pour nous donner le topo, puis ensuite, on va se lancer dans la présentation. On aimerait savoir votre niveau de confort avec les licences Creative Commons. Donc, qui n'aurait c'est-à-dire aucun confort ou aucune connaissance au niveau des licences? En levant la main. Il n'y a pas de gêne en passant. On est là pour ça. On aurait, OK, 8. Super, on aurait 8 personnes. Merci. Donc, ensuite, qui se catégoriserait à leur premier pas dans les licences Creative Commons? OK, on aurait 4 personnes, 6 personnes. Ouais, OK, il faut y réfléchir un peu. OK, 6, 7. Excellent. Puis, je dirais, qui se considère comme étant à l'aise avec les licences Creative Commons? Super. OK, donc on aurait 5 personnes. Bien, je vous remercie pour cette participation interactive. Ça nous donne le topo. On constate qu'on a vraiment une belle variété là, de participants, participantes aujourd'hui au niveau des notions. Je peux peut-être passer le mot à ce moment-ci à notre animatrice Nadia. Oui, je vous Super. partage mon écran. Oups, on va y aller avec le diaporama. Je vous déplace dans le côté ici. Voilà. Donc, ce matin, nous allons avoir une petite introduction aux licences CC, donc Creative Commons et les combinaisons possibles. La présentation, évidemment, pour qu'on soit cohérent avec nos messages, est en Creative Commons CC BY, donc peut être reprise et repartagée à votre guise.
Les informations techniques, je crois que mon collègue en a fait part. Donc, vous pouvez utiliser votre micro, lever la main. Autant moi que mes collègues, on va surveiller si vous levez la main. Et évidemment, l'enregistrement va être fait et déjà débuté. Donc, le portrait des participants, c'est déjà fait. Ça nous donne une bonne idée de votre aise avec le sujet dont on va parler aujourd'hui. Même si ça a été fait lundi dernier parce qu'on a reconnu certains visages dans l'assistance, je voulais seulement faire avec vous un petit contexte. Donc, je crois que Christian l'avait fait, mais je peux me permettre de le faire. Donc, cette année, on lance la sollicitation à projet de la Fabrique REL pour la prochaine année 2025. Il y aura, dans le fond, la date limite est le 10 février. La présentation de lundi, c'était vraiment pour vous présenter le b.a.-ba des REL, expliquer en quoi ça consiste. Et la présentation d'aujourd'hui, c'est par rapport à l'introduction de la licence CC qui accompagne, dans le fond, chacune des REL. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Christian, à ce niveau-là. Ben, juste repréciser en fait que si jamais vous avez manqué la présentation de lundi, là, si les gens n'étaient pas là, on va vous la faire parvenir là, dans les prochains jours. Il n'y a pas de problème. On va vous la rendre disponible. Merci. Voilà. Donc, le déroulement de ce matin, ce que je veux faire avec vous, c'est, on parle de licence Creative Commons, mais je veux faire un court rappel de ce qu'est le droit d'auteur en tant que tel au Canada. On va regarder un petit peu plus qu'est-ce que c'est la licence Creative Commons, donc la définition et les caractéristiques. Les outils de sélection, parce qu'évidemment, vous avez différentes possibilités lorsque vous voulez réaliser une REL. Et on va se garder du temps pour discuter, poser des questions. Aussi, on en a eu lundi dernier, puis essayer de compléter pour ceux qui peut-être s'en souviennent pas, qui avaient posé des questions ou bonifier les interrogations que vous avez. Donc, on a déjà une question dans le clavardage. Est-ce qu'il existe une traduction pour Creative Commons? Pas à ma connaissance, à moins que c'est ça, c'est le nom de l'organisme. Donc, on utilise toujours Creative Commons ou encore CC, licence CC dans ce domaine. On peut parler de licence libre, mais c'est pas nécessairement référé à Creative Commons. D'ailleurs, Creative Commons, c'est une licence libre parmi tant d'autres. Vous avez peut-être déjà vu les licences, par exemple, GNU, pour des projets en informatique. Nous, on a choisi de vous parler de la licence Creative Commons, étant donné que c'est pas mal celle qu'on utilise le plus fréquemment. Alors, est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on débute avec la petite définition et le petit rappel du droit d'auteur? Puis là, je regarde en haut parce que j'essaie de voir s'il y a des mains levées. Ça va bien? Excellent. Définition du droit d'auteur. Le droit d'auteur sur une œuvre comporte le droit exclusif de reproduire ou de produire ou de reproduire, d'exécuter ou représenter en public, de publier, de traduire, d'adapter, de transformer et toute communication totale ou partielle d'une œuvre. Et ça, vous le savez peut-être pour ceux qui ont déjà fait de la production intellectuelle, un livre, des articles, le droit d'auteur est attribué de façon automatique au Canada par l'Office de la propriété intellectuelle et on n'a pas besoin de s'enregistrer pour se faire valoir de ce droit-là. Alors, s'il n'y a pas autre mention, autre licence à laquelle on attribue notre œuvre, par défaut, on a une protection qui dure 70 ans après le décès, après notre décès. Donc, lorsque c'est des œuvres collaboratives ou qui sont créées avec plusieurs auteurs, bien, c'est pendant toute la vie des auteurs et 70 ans après le décès du dernier auteur de l'œuvre. Alors, ça engage à beaucoup. C'est, comme vous voyez, il y a beaucoup d'éléments au niveau de la protection qui est accordée pour une œuvre intellectuelle. Qu'elle soit écrite, qu'elle soit numérique, qu'elle soit sous forme vidéo, audio, alors le droit d'auteur au Canada est automatique. Donc, vous avez en tête ce qui est normalement, ce qui est la base, mais dans le cas d'une REL, nous, ce qu'on veut faire, c'est aller vers des licences, entre autres comme Creative Commons. Puis, c'est quoi Creative Commons? On va regarder ensemble. C'est quoi l'organisme?
bref définition, on s'entend, les licences possibles, les conditions, et puis un peu la comparaison avec ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, le droit d'auteur en tant que tel. Ça va bien? Excellent. Creative Commons, bien évidemment, on va le voir souvent soit à son nom au complet ou encore avec le petit logo qu'on vous présente ici, un gros CC dans un rond. C'est un organisme international à but non lucratif qui contribue à l'accès universel à la recherche, à l'éducation et à la culture. Alors, son but, c'est vraiment de permettre la diffusion de l'éducation au plus grand nombre. Évidemment, une meilleure circulation peut se faire seulement en utilisant les bonnes licences appropriées sur les œuvres et tenter aussi d'être simple. Donc, c'est ce que Creative Commons veut faire et je crois qu'il s'en sort assez bien parce que c'est somme toute assez facile à utiliser. Il faut quand même bien comprendre les enjeux, mais c'est facile à utiliser. La combinaison des composants d'une licence communique aussi à l'usager ce qu'il peut faire ou non. Alors, vous n'avez pas besoin de vous justifier, de répondre à des tonnes de courriels quand vous envisagez une licence Creative Commons, étant donné que la licence est généralement claire et exprime ce que l'utilisateur peut ou ne peut pas faire avec votre œuvre. Et la semaine dernière, lundi, on a eu une question à savoir combien ça coûtait. Eh bien, l'utilisation des licences est gratuite. Donc, je l'ai rajouté à ma présentation pour être certaine que tout le monde ait l'information. Alors, on se prévaut d'une licence Creative Commons totalement gratuitement. Ça va bien? Excellent. Vous avez vu l'infographie qui a été présentée. J'y reviens quand même brièvement parce qu'on va rentrer un petit peu plus dans les licences de façon individuelle. Marianne, vous avez présenté ce magnifique tableau qui a été réalisé par la Fabrique. Donc, les couleurs, on aime ça, donc on s'en sert. Voyez-vous, la première licence ici, c'est BY. Donc, va permettre un usage et un partage, une adaptation, une utilisation commerciale et la possibilité de modifier. Donc, je ne viendrai pas sur toutes les possibilités de licence, mais chacune des combinaisons qu'on voit ici offre une liberté assez grande jusqu'à une restriction. Quand on parle de REL, on a les 4 premières licences qui sont réellement des REL, de par la possibilité principalement de modifier la ressource qu'on utilise. Les 2 dernières, donc, ce n'est pas considéré comme des REL, mais c'est par contre considéré comme du libre accès. On a de façon gratuite accès à ces ressources-là. On peut s'en servir dans différents cas pour faire des citations, extraits de texte, mais on ne peut pas se baser sur ces licences-là pour dire que ben, moi, je peux les réutiliser à ma façon, comme je veux, de façon commerciale, transformer, modifier, traduire. Alors, ces 2 licences-là, c'est totalement impossible. On va rentrer un petit peu plus précisément dans notre première licence qui est la CC BY. Alors, CC BY, vous voyez le petit logo et c'est une petite personne, donc un petit personnage, un petit bonhomme. C'est la plus permissive. Évidemment, étant donné que le petit bonhomme, ça veut dire qu'il faut mentionner l'auteur. Donc, c'est l'élément qui est essentiel. Et d'ailleurs, pour chacune des licences, le petit bonhomme est présent. Ça veut dire qu'il faut attribuer l'œuvre qu'on a utilisée, il faut attribuer l'auteur. La modification, évidemment, est possible. Alors, on peut penser à une traduction, on peut penser à un mix de différentes REL, on peut penser à une adaptation. Donc, c'est vraiment possible de pas mal tout faire, y compris un usage commercial qui peut être possible. Donc, si on veut, par exemple, imprimer des notes de cours, les distribuer, donc un usage commercial. L'usage commercial, on va probablement y revenir, mais disons que c'est un aspect un peu ambigu des REL et qui questionne beaucoup les gens. Prochaine licence, c'est la CC BY SA. Elle est un peu moins permissive, quoique quand même assez permissive parce que on peut quand même la modifier. Hein. On peut en faire un remix, on peut en faire des traductions, on peut en faire un usage commercial.
Évidemment, bon, l'attribution de l'auteur, je ne le dis même plus parce que c'est dans chacune des licences. Mais ce qui est important, c'est que quand on va produire une nouvelle œuvre à partir de la REL qu'on utilise qui a la mention CC BY, on doit absolument, au minimum, utiliser la même licence. Donc, on doit réutiliser le CC BY SA pour la nouvelle œuvre qu'on a produite. Donc, bien important de tenir compte de ça quand on a l'œuvre majeure qui a cette licence-là. Si on combine, par contre, et que nous avons une œuvre, la moitié de notre œuvre qui est à partir d'une REL qui est CC BY et la seconde CC BY SA, donc les deux vont porter la même licence CC BY SA, même si notre première moitié n'était pas à CC BY SA aussi. Je ne sais pas si je suis claire, mais s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à vous poser votre question. Prochaine licence. Puis là, vous comprenez qu'on se restreint un petit peu au fur et à mesure qu'on ajoute des éléments à notre licence. La licence CC BY NC. Donc, elle est encore permissive, un peu moins permissive, pardon. La modification est toujours possible, toujours dans les mêmes contextes que je vous ai mentionnés, traduction, remix, adaptation, mais il n'y a pas d'usage commercial qui peut être fait. Alors, on mentionne l'auteur, on en fait ce qu'on veut, mais on ne pourrait pas, par exemple, dire j'en fais une impression ou encore je fais des notes de cours ou je vais chez un éditeur pour faire un best-seller. Alors, cet aspect-là n'est pas possible. Vous comprenez par contre que c'est ce qui est indiqué, c'est ce que l'auteur désire. Mais si vous avez un projet particulier, il y a toujours possibilité de contacter les auteurs qui ont attribué cette licence-là et de demander l'autorisation pour faire un usage commercial en expliquant. Donc, l'auteur aura le choix de oui ou non vous autoriser de l'usage commercial que vous demandez. Je crois qu'il y avait une petite question dans le clavardage, Marianne. Nadia, tu peux continuer, en fait. Une oui. fois les 6 licences présentées, on pourra faire un temps de questions. Tout à fait. La prochaine, donc toujours dans le moins permissif, c'est la licence CC BY NC, donc un usage non commercial, et donc l'attribution de la même licence. On est toujours dans la modification, l'adaptation, traduction. On n'a pas d'usage commercial et également, on doit réutiliser la même licence dont découle notre œuvre utilisée, notre REL utilisée. Alors, on n'a pas le choix, même encore si on a une partie de notre œuvre qui est en CC BY tout seul et l'autre partie en CC BY NC-SA, notre nouvelle œuvre doit porter absolument la licence CC BY NC-SA. Avant qu'on discute peut-être des licences, je veux faire un petit aparté parce que là, vous voyez que vous avez beaucoup de droits en ayant la possibilité d'utiliser des REL avec des licences Creative Commons ou toute autre licence libre. Alors, vous avez des droits de copier, distribuer, communiquer, diffuser, adapter, conserver par tous les moyens, tous les supports. Vous pouvez transformer du papier en numérique à toute fin commerciale lorsque c'est possible. Par contre, l'auteur aussi conserve ses droits, donc il conserve des droits moraux. La parentalité de l'œuvre demeure à l'auteur original. Alors, c'est pour cette raison que les licences Creative Commons obligent d'emblée à chacune des licences de citer l'auteur de la création. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. La production qu'on utilise ne vient pas de nous. Et la redistribution de notre nouvelle œuvre, bien, il faut qu'elle suive les consignes qui ont préalablement été mentionnées par la licence. Donc, ça, c'est vos obligations pour respecter les désirs de l'auteur de l'œuvre. Donc, il y a quand même beaucoup de droits, mais il y a quand même des obligations de votre part comme utilisateur. Donc, oui, on pourrait peut-être avoir une petite période de questions, même s'il me reste un petit tableau comparatif. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je regarde dans le clavardage. Annick, peut-être, je t'invite à prendre parole. Oui. En fait, c'est tout allez-y. simplement pour m'aider un peu
pardon, à comprendre. Je voyais pas pardon, l'avantage. Je comprends le NC, je pense, où là, on ne peut pas faire d'usage commercial, ça me va. Mais le SA, de réutiliser la même licence, je voyais, en fait, pour le comprendre et pour le retenir, là, qu'est-ce que ça apporte entre le mettre, ne pas le mettre? Voilà. Donc, la licence CC BY SA, c'est ça? Oui. SA ou NCSA, parce que je OK. comprends que c'est réutilisé. Qu'est-ce que ça l'apporte au fait? C'est une excellente question parce que quand vous utilisez des REL, par exemple, c'est des licences libres, ben, vous ne pourriez pas dire ben, moi, je veux avoir un droit d'auteur classique. Quand vous utilisez une REL avec une licence, vous avez l'obligation de réutiliser la licence CC BY SA. Donc, on ne pourrait pas dire, ben moi, ma nouvelle œuvre qui a été faite avec des REL va être sous le droit d'auteur régulier. Donc, c'est cet aspect-là qu'il faut garder en tête. Et puis, votre question m'apporte aussi une précision. Quand il y a une licence qui est attribuée à une œuvre, elle ne peut pas être changée, modifiée ou adaptée. Donc, si vous voulez modifier votre licence, il faut faire une nouvelle œuvre différente, traduite ou etc. Mais l'œuvre originale à laquelle vous avez attribué la licence CC BY NCSA, par exemple, ne pourrait pas être modifiée. Donc, si je résume, ça respecterait, si moi, par exemple, ce qui est important pour moi, c'est que ce soit libre d'accès, bien, en ajoutant le SA, bien, ça me garantit comme autrice que cette œuvre-là va pouvoir être réutilisée ou en fait va demeurer libre. C'est ça, dans le fond, que ça ajoute. Exactement. OK, c'est bien super, ça. merci. Parfait. Donc, je suis rendue. Parfait. Ah oui, Annick a répondu. Excellent. Il y a une autre question, il y aurait Manel. Oui. Vous voulez prendre la Oui, parole? allez-y. Je pense qu'on a fait le tour du clavardage aussi à Marianne. Oui, allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, est-ce qu'il y a moyen de connaître toutes les modifications qui ont été apportées au document, c'est-à-dire que ça soit comme centralisé? Et est-ce qu'on peut savoir pour chaque auteur, c'est quoi la partie exactement qui a été modifiée? Et au fil de temps, lorsque on commence à modifier, est-ce qu'on risque pas de perdre le nom de celui qui l'a créé et le contenu initial, parce tellement ça a été modifié. Donc, il va perdre d'authenticité, si je puis dire. C'est une excellente question. Puis, malheureusement, au fil du temps, à moins de demander la bonne volonté des utilisateurs futurs, ben, prévenez-moi si vous utilisez Marel. Il n'y a pas de mécanisme qui est mis en place pour pouvoir faire le suivi au fil du temps. C'est certain que vous, si vous êtes la 4e utilisatrice d'une REL originale, bien, vous, c'est la dernière version modifiée que vous avez eu accès. Donc, c'est celle-là que vous allez citer. Mais celle que vous avez utilisée va citer celle qu'elle a utilisée auparavant, et etc. Donc, on peut, dans une boucle normale, nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs modifieurs de REL, remonter jusqu'à l'œuvre originale si nous désirons. Mais pour l'auteur lui-même, s'il ne sait pas que ça a été modifié, adapté, parce qu'il n'est pas tombé sur la nouvelle œuvre sur le web, bien, ça va être difficile de faire la boucle. Et puis, à moins que l'œuvre en tant que telle soit disponible, par exemple, sur un Pressbooks et que la REL est modifiée et aussi placée sur Pressbooks, c'est peut-être possible de remonter en faisant quelques recherches, mais en tant que tel, il n'y a pas de mécanisme. Mais on s'entend que pour dire, par exemple, si on prend un manuel de cours construit qui a plusieurs centaines de pages, ben pour un auteur qui veut modifier, c'est beaucoup de travail. Donc, tu sais, de dire qu'à un moment donné, on perd la nature, on perd l'essence, c'est sûr que ça va demander du travail pour le nouvel utilisateur de la REL, le nouveau constructeur de la REL. Donc, tu sais, des fois, les auteurs ont peur de ça, de se faire dénaturer, mais bon, peut-être sur le long terme où là, ça va avoir beaucoup été transformé, mais ça demande du travail, puis vous le savez peut-être si vous en avez fait des REL. Alors, il faut que ça vaille la peine aussi de dire, ben moi, je vais modifier cette REL-là pour la mettre à mon image. Puis je ne sais pas si mes collègues veulent rajouter sur cet aspect-là, mais c'est certain que malheureusement, on ne peut pas suivre. Oui, Peut-être effectivement.
Ouais. Peut-être Vas-y, Marianne. une petite nuance aussi. C'est vrai que ça peut être confrontant parce qu'on se demande, mais est-ce que mon œuvre va être dénaturée? En fait, il faut garder en tête que l'œuvre que nous, on diffuse sous licence libre reste telle qu'elle, intacte. Ce sont les œuvres dérivées qui, elles, vont pouvoir réutiliser une partie parce que en fait, je renonce à l'intégrité de mon œuvre au niveau de la loi sur le droit d'auteur et je permets à d'autres personnes de la réutiliser, de s'en inspirer sans me demander la permission. Ainsi, si par exemple, vous prenez mon œuvre, mon manuel de chimie analytique, peu importe, vous en faites une version adaptée à votre besoin pédagogique, mon œuvre à moi continue d'exister telle qu'elle, intacte dans le temps. Vous avez une nouvelle œuvre qui a des modifications suffisantes, un apport créatif suffisant au niveau de la loi sur le droit d'auteur pour en faire une nouvelle œuvre. Vous êtes considéré comme une auteure avec un titre. Vous faites un lien vers mon œuvre à moi en me citant, en respect des conditions de ma licence. Et c'est ainsi, en fait, qu'on a une multiplicité de règles qui répondent à différents besoins et contextes sans empêcher les versions précédentes d'exister et de continuer de vivre. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Puis Mais ça peut-être peut être rajouter confrontant. aussi, oui, mais rajouter aussi que l'auteur original n'a pas la responsabilité de ce qui va se passer. Alors, tu sais, vous n'avez pas besoin d'endosser. Et puis, les utilisateurs de ces autres règles-là, aussi, eux, ce qu'ils ont, c'est la nouvelle œuvre. Donc, ils ne vous imputeront pas de ce qui est faux ou vrai dans la nouvelle œuvre. Donc, vous êtes, si on veut, protégé, parce que oui, vous avez fait l'œuvre originale et vous êtes responsable de cette œuvre originale-là et non pas des subséquentes. Je crois qu'il y avait une autre main de levée. Vous pouvez y aller, prendre la parole, n'hésitez pas. Bonjour. 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 Allô. Moi, j'ai une question. Depuis que tu as dit tout à l'heure, on prend l'œuvre, mettons qu'on prend la troisième version d'une œuvre qui a été réutilisée, puis qu'on cite l'auteur ou les auteurs de cette dernière version. Alors quand normalement, on parlait de suivre une œuvre, si on respecte le droit d'auteur au Canada, c'est marqué d'ailleurs dans la diapositive, on est obligé de citer l'auteur ou le créateur. Donc, à partir de l'œuvre originale, la deuxième personne qui a cité l'auteur, la personne qui reprend ne devrait-elle pas citer les auteurs subséquents, puisque de toute façon, elle ne devrait pas les enlever s'il y a une citation qui est là ou une mention de responsabilité ou dans l'œuvre. Ben, moi, je ne l'enlèverai pas. Si je prends une, je ne vais pas dire, ben, parce que je prends la version 2, que l'auteur de la version 1, je ne le cite pas ou je le mets pas parce que c'est l'œuvre originale. Donc, moi, je veux juste être clair là-dessus ou je veux juste poser la question plutôt parce que je ne suis pas un juriste, mais le droit moral ne cesse jamais d'exister dans la loi. Donc, les licences CC ne modifient pas la loi canadienne sur le droit d'auteur. Elles s'y conforment, mais donc, il faudrait toujours, donc s'il faut toujours citer normalement, et si les gens le font, ben normalement, on devrait être capable de voir qui est l'auteur ou l'autrice ou les auteurs ou autrices originales, non? Bien, pas vraiment parce que la nouvelle version, elle, pourrait être composée de plusieurs règles. Alors, ça peut, à un moment donné, venir un peu chaotique comme méthode de citation. Et il faut penser que la nouvelle règle est une œuvre en soi. Donc, vous, votre responsabilité, c'est nommer toutes les règles que vous avez utilisées, mais de la version que vous avez utilisée. Ça pourrait être une bonne pratique de dire je remonte à l'œuvre originale, mais disons par exemple que vous en oubliez une. Bon, fait que là, le fil d'Ariane serait cassé. Puis, tu sais, l'obligation dans la licence Creative Commons, c'est de citer l'auteur original de l'œuvre que vous avez utilisée. Il faut toujours penser aussi vous citez ce que vous avez entre les mains et non pas ce qui a été utilisé, parce que là, ça finirait plus non plus. OK, on a pris un extrait d'un article de telle chose, de telle chose, de telle chose. Donc, c'est pas dans les pratiques des licences. Je comprends votre point de vue par rapport au droit d'auteur. Puis, oui, c'est un petit... Bon, pour ce qui est des citations, des extraits, par exemple, de texte, on va dire tel extrait de Tremblay cité dans Martin, mais
je suis d'accord avec vous, mais on ne remontera pas si ça a été repris 50 fois dans 50 œuvres différentes. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça serait bien de le faire, mais ce n'est pas les usages qui sont demandés. Vous utilisez une REL X. Donc, c'est votre responsabilité de citer celle-là, de respecter la licence qui a été établie. Et c'est ça. Merci. Bien, en tant qu'auteur, c'est sûr que comme la question qu'on a eue, ça serait bien parce qu'on pourrait refaire le fil de ce qui a été utilisé, mais malheureusement, je crois aussi que Marianne a mentionné les pratiques là, dans le chat. Si vous voulez aller consulter, ça peut apporter de l'eau au moulin de ma réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est super intéressant de voir que vous avez un intérêt et que vous voulez comprendre comment ça marche. Moi, j'adore ça. Ça va bien, excellent. Ça va probablement aussi apporter un petit peu d'éclaircissement. Je voulais faire Excuse-moi, une petite Nadia. On aurait une autre question. Ah oui, Ouais, j'ai ok, pas vu. oui, tu l'as vu, Allez-y. c'est beau. Oui, Monsieur Cousineau. Allez-y. Moi, j'ai une question concernant les pratiques académiques. Il arrive qu'on publie des articles. Supposons que je publie un article dans une revue CC BY, que je prends du matériel qui provient d'un autre article d'une revue CC BY, parce que je ne peux pas nier la licence existante. J'ai l'impression que si je prends du texte de cet article précédent, mon article va être refusé pour cause de plagiat. Comment je fais pour faire valoir mon droit d'utiliser librement le matériel précédent? Il existe des logiciels de vérification automatique. Oui. Bien, là, est-ce que vous parlez de deux de vos œuvres ou d'un auteur différent? D'un auteur différent. OK. Parce que si vous regardez ma diapositive actuellement, moi, cette diapositive-là vient d'une présentation autre de mes collègues. Alors, ça va être d'être clair, transparent dans votre article, de mentionner, même si c'est une REL, même si c'est en CC BY, vous prenez une partie grande, petite, moyenne, donc d'être clair à l'endroit où vous insérez dans votre article la REL précédente. Puis là, à ce moment-là, ça sera peut-être à vous, lors du dépôt de votre article, de justifier, de dire, écoutez, cette partie-là vient de. Mais je comprends là, que de plus en plus, là, il y a des utilisations de logiciels de détection de similitudes. Je n'ai pas de réponse claire de ce côté-là, mais vous, c'est d'être transparent puis de dire, bon, mais de telle page à telle page, c'est cet extrait-là. Est-ce que ça Je peux me répond? permettre, Nadia, Oui, vas-y. là, c'est vraiment un contexte de production scientifique, d'un Ouais. article scientifique. Alors là, c'est une littératie, des codes littératie qui sont vraiment très précis à la production savante. Donc, nécessairement, puis tu sais, ce que vous mentionnez, Denis, oui, probablement qu'un comité de relecture va dire, ben, vous ne devriez pas, puis même si c'était votre propre texte, j'ai déjà eu des collègues qui n'ont pas été en mesure de réutiliser leur propre écrit à l'intérieur d'une nouvelle production scientifique. Donc ça fait partie des codes de la littératie là, scientifique, à mon avis. Ce n'est pas un enjeu de droit d'auteur. C'est pas un enjeu de droit d'auteur, c'est un enjeu, d'après moi, de structure de la littératie savante. Ouais, mais il n'y a pas de frontière entre ressources éducatives et ressources scientifiques. Des fois, Non. un texte peut être scientifique avec une visée didactique aussi. Absolument. Parce que nous, notre inquiétude, c'est qu'on voudrait produire un manuel avec des bonnes pratiques d'interprétation des statistiques. C'est tricky. Il y a des fois, les gens les manquent. Et donc, s'il y a des gens qui réutilisent un matériel, mais sans bien voir les nuances, ils pourraient carrément dénaturer ce qu'on essaie de dire. Et c'est ça c'est là qui nous inquiète énormément. Comment on fait pour vérifier le contrôle de qualité que notre matériel est réutilisé adéquatement et non pas trahi? Parce que si le nouveau matériel trahit notre pensée, nous sommes trahis d'une certaine façon. À voir. Tu sais, il y a des contextes. Vous pourriez être avec un éditeur commercial, puis il y aurait des gens qui reprendraient, tu sais, le même contexte. Fait que je pense que les usages subséquents, que ce soit commercial ou libre, ça échappe. Je pense que c'est le contexte actuel avec le numérique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent compléter. Oui, peut-être des gens qui ont vécu cette expérience-là. Et aussi rajouter que généralement, vous le savez, hein, chacune des revues ont leurs règles de rédaction, des petites consignes. Fait que c'est important aussi à ce niveau-là de bien les consulter pour voir comment indiquer ce genre de situation-là.
On poursuit avec mon tableau qui vient d'une collègue de travail à l'Université Laval, comme vous pouvez voir, qui fait la différence entre un droit d'auteur tout droit réservé, donc c'est dans ce contexte-là que c'est mentionné. Donc, vous voyez bien que la licence n'est pas gratuite pour un usage. On ne peut pas retenir dans les faits. On a un usage quand on paye, mais il ne peut pas être retenu. La réutilisation dans les faits aussi n'est pas permise sans autorisation. Révision, remixage, on oublie ça. Et la redistribution, encore moins. Ce que ça fait dans le cas du libre accès, donc là, on a une étape avant notre REL. Donc, la licence, le libre accès nous permet d'avoir une licence gratuite de consultation. On peut retenir, donc se conserver dans nos archives une copie et on peut réutiliser alors sans demander d'autorisation une grande ou une petite partie du texte ou encore des figures qui ont été produites dans l'optique du libre accès. Pour ce qui est de réviser, remixer, redistribuer, bien là, on oublie ça dans le cadre du libre accès, il faut demander les autorisations. Et vous comprenez bien que quand on a le droit d'auteur régulier, ces éléments-là peuvent être faits, mais il faut faire les demandes d'autorisation auprès généralement de l'éditeur qui, lui, va avoir soit probablement des factures à vous envoyer si vous voulez redistribuer, réviser, remixer. Donc, c'est un petit peu moins agréable que notre fameuse REL qui permet effectivement tout ça. Donc, vous l'avez vu dans la présentation des différentes licences. Donc, une licence gratuite, on peut retenir, réutiliser, remixer et redistribuer selon le format qu'on veut, papier, électronique, etc. Et d'ailleurs, peut-être une petite mention, on pense que les REL, ce n'est que électronique. Bien non, il peut y avoir des REL version papier et qui peuvent passer d'un format à l'autre selon vos besoins. Alors, ça va, je fais juste un petit coup d'œil dans le chat, ça va bien, il n'y a pas de main levée. On poursuit. Les outils de sélection, eh bien, puis là, vous voyez qu'on est dans les dernières diapos. Il existe chez Creative Commons un outil de sélection qui vous permet de vous guider dans votre choix de licence. Donc, je dispose ça ici. C'est en anglais, malheureusement. Évidemment, il y a beaucoup de sites qui ont traduit les différentes licences, même que sur Creative Commons, je pense que c'est en français, mais pas l'outil. Alors, étape par étape, vous répondez aux petites questions et on vous propose une formulation de la licence. Il faut vous-même la traduire. S'il y a quoi que ce soit, la bibliothèque peut vous aider, votre service de droit d'auteur, votre bibliothécaire, vous pouvez consulter sans problème. Et vous pouvez aussi copier-coller le petit icône de votre licence pour la poser dans votre document. Voilà. Ensuite, j'aurais fait le tour de ce que je voulais vous présenter, mais il n'y a aucun problème. On peut revenir sur les différentes diapositives au préalable, mais je pense que je vais arrêter mon partage pour qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà. Oh, merci, oui, d'avoir partagé si vous voulez essayer le petit chooser bêta là, de... Donc, il y a eu des belles questions jusqu'ici, puis n'hésitez pas s'il y a des commentaires, des questionnements encore. C'est un sujet quand même assez complexe, donc on est là pour essayer de vous accompagner là-dedans. Donc, est-ce qu'il y en a peut-être qui ont est-ce que ça a mêlé plus que d'autres choses? Est-ce que ça a apporté des belles précisions pour vous aider à aller de l'avant? Donc, tu sais, vous pouvez, n'hésitez pas à vous prononcer à ce sujet-là. On a une question, peut-on réaliser 2 REL la même année? Dans le cadre de la fabrique, on essaie d'être un peu quand même équitable. Alors, il y a généralement 1 ou 2 projets par institution. Ça ne vous empêche pas d'avoir un projet subventionné par la fabrique et d'avoir une réalisation qui est subventionnée par vos établissements, parce que je sais qu'il y a quelques établissements, entre autres les bibliothèques, qui subventionnent des REL. Il existe aussi la possibilité de faire des REL sans subvention si vous avez la collaboration. Donc, tout est possible, mais au niveau de la fabrique, je vous dirais qu'on essaie 1 à 2 projets par institution maximum de ce qu'on voit depuis le début. Et Christian, tu peux peut-être, ou Marianne, préciser des petits éléments là-dessus.
En fait, c'est ça. Comme tu l'as dit, ben, nous, notre mission, c'est d'encourager la création de REL. Donc, on passe par l'appel à projet, mais il n'y a rien qui empêche que vous développiez des REL si jamais vous n'êtes pas retenu dans ce cadre de ce projet-là. Puis, nous, on peut vous aider là, à répondre à des questions. On demeure un organisme ou en tout cas un projet là, qui est là pour vous aider. Là. Donc, on a des ressources, on a une trousse, puis on peut vous aider à répondre à des questions aussi. Donc, c'est vraiment l'idée là, de stimuler et de promouvoir là, l'usage et la création de REL. Donc, voilà, il y avait des questions dans le clavardage, je pense. Oui, Marianne a répondu, mais on avait la question, avec une licence qui ne permet pas l'usage commercial, l'auteur peut-il conserver ce droit de son côté, par exemple pour l'élaboration de cours, etc.? Oui, tout à fait, étant donné que l'auteur est détenteur de son droit moral, puis c'est lui qui a dicté aux autres quoi faire, mais lui conserve ses droits et ses possibilités. Alors, tout à fait, il peut avoir un usage commercial. Par contre, il faut penser que si, avec la REL, il décide de faire un livre qui est similaire au document qui est disponible sur le web, ben, les utilisateurs, comprenez-vous bien, qu'ils vont trouver probablement la REL et ne pas acheter le livre. Fait qu'il faut être cohérent avec ce qu'on fait pour un usage commercial par la suite, une fois qu'une REL est disponible sur le web. Donc, je pense que c'est beau pour ça. Peut-être aussi rajouter, Christian, ce que tu as mentionné, la trousse. Bien, peut-être que cette année, vous ne voulez pas faire un dépôt de projet, mais la trousse est disponible en CC BY, hein, et on n'est pas étonné. Alors, vous pouvez vous en servir, vous en inspirer. Oui, on peut faire de l'accompagnement, répondre à vos questions, même si on n'est pas en projet ensemble. Donc, on est vraiment là pour ça. Il y a une question sur la question de la reddition de compte. Si un projet est accordé par la fabrique, je peux peut-être préciser des choses à ce niveau-là. Donc, on a un mécanisme d'accompagnement. Donc, on a des rencontres d'accompagnement pour la création, mais il y a quelques rencontres aussi qui sont faites, on va appeler administratives, donc qui est fait avec la direction de la fabrique notamment. Donc, on vous accompagne là-dedans. L'idée, c'est sûr que c'est de soumettre à la fin du 10 mois d'accompagnement une ressource qui a été complétée, mais on a vraiment différents jalons qui vous aident dans le fond à avancer. Donc, c'est une forme de reddition de compte en continu. Donc, nous, on s'assure avec l'équipe qu'on vous accompagne, qu'on est là pour vous. On fait un monitoring, là, est-ce que ça avance bien ou pas? Donc, c'est de cette forme-là. Et je dirais qu'à mi-parcours, il y a une rencontre aussi avec la direction et le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est vraiment une rencontre là, pour regarder où vous en êtes, une rencontre de partage. Donc, de cette façon-là, on est capable de mesurer là, l'évolution de votre création. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'opère. J'espère que j'ai été précis là, à ce niveau-là. Là, je ne sais pas, Christian, si tu avais en tête la question d'Annick, mais par rapport à Pressbooks, si vous contactez votre service de bibliothèque, normalement, il devrait être en mesure de vous fournir une coquille Pressbook de par notre entente de projet pilote avec l'ETS. Il y a aussi l'Université de Montréal qui a une licence qui peut fournir une coquille. Alors, je vous conseille, pour ce qui est de Pressbooks, de vous adresser à votre service de bibliothèque qui va pouvoir contacter l'ETS et vous fournir ce qu'il faut selon la nature de votre projet, effectivement. Et puis, il y avait une question par rapport aux REL existants sur un sujet particulier. Ça, c'est encore un enjeu parce que ce soit pour les REL francophones, les REL anglophones, il existe plusieurs moteurs de recherche, plusieurs endroits où on peut faire la recherche. Moi, je vous suggère fortement de vous rendre sur le site web de votre bibliothèque et généralement, on recense les différents outils pour faire la recherche de REL. Évidemment, en français, c'est un peu plus limité. Il y en a beaucoup en anglais. Et pour ce qui est de la fabrique REL, bien, on recense sur notre site web, je ne sais pas si Marianne peut partager, les licences, les REL qui ont été produites en collaboration avec la fabrique. Et
Aussi, on fait le commentaire, la licence CC BY 0. La licence CC BY 0, dans le fond, on la mentionne pas parce que c'est une licence qui n'oblige pas la mention de l'auteur. Et là, bien dans le contexte de ressources éducatives libres, bien c'est important de mentionner l'auteur. Quand on parle de CC BY 0, c'est considéré dans le domaine public. Souvent, quand on fait des recherches, par exemple, d'images, de figures qu'on veut utiliser de façon commerciale ou non, on va utiliser ce genre de figure-là. Et la mention, c'est pas obligé de mentionner l'auteur, mais ça fait plaisir. Alors, c'est peut-être une bonne pratique aussi à avoir lorsqu'on utilise des documents, des outils, des figures CC BY 0, de malgré tout mentionner sous l'objet l'auteur, la citation, d'où ça provient. Je peux peut-être préciser, Oui. parce que la question de Annick aussi sur le service, que s'il y a un appel de projet qui n'est pas retenu, c'est sûr que dans notre format en fait d'accompagnement et la mission de la fabrique, ultimement, c'est qu'il y ait des conseillers pédagogiques, conseillères pédagogiques et bibliothécaires qui apprennent à créer des REL et qui soutiennent un projet. Donc, notre accompagnement est beaucoup axé sur un développement en équipe. Donc, dans ce contexte-là, il faudrait voir. C'est sûr que, bon, je pense notamment à l'Université de Sherbrooke, à l'Université de Laval, on a déjà des personnes dans les milieux qui existent de ces institutions-là qui sont là pour vraiment aider, stimuler à la production de REL. Donc, il faudrait voir là, de quelle façon on peut accompagner. Mais tu sais, on vise vraiment cela. Et la fabrique est là vraiment pour connecter, pour créer des occasions, pour pointer sur nos outils, nos ressources et répondre à des questions. On sait qu'il y a des établissements qui sont peut-être ils ont moins d'expertise au sein de leur établissement, certaines universités au cégep. Moi, j'inviterais ces personnes-là à nous contacter à la fabrique. Je suis à la coordination, puis je vais regarder avec eux quel est le besoin, quel est le projet de REL. Au sein de la fabrique, on est limité, on ne crée pas de REL comme tel, donc je veux juste quand même le dire qu'on n'accompagne pas dans la création comme telle, mais on est là vraiment pour être un guide et pointer vers des ressources, répondre à des questions. Donc, il s'agira de nous faire signe à ce niveau-là. J'espère que ça répond, Mme Bourget, à ce sujet-là. Parfait. Puis, tu sais, on ne se le cachera pas, une REL, il y a un processus de création qui est somme toute similaire à un manuel, un article scientifique, etc. Alors, pour ce qui est des intervenants, conseillers pédagogiques, bibliothécaires, bien, il y a l'aspect de la licence, de l'ouverture qui est un peu différent. Sauf que, par exemple, pour ce qui est de mes collègues bibliothécaires, ben moi, je les ai contaminés. Là. Non, une REL, là, dans le fond, pour vous autres disciplinaires, ça ne sera pas différent. Vous allez former vos étudiants à faire les recherches, vous allez vérifier que les licences sont bien utilisées, le style bibliographique. Les conseillers pédagogiques vont s'assurer de la cohérence pédagogique, d'aider pour monter des évaluations. Donc, tu sais, la poutine quotidienne pour faire une REL, pour ce qui est des équipes, n'est pas vraiment différente. Puis s'il y a une problématique dans un questionnement ou quoi que ce soit, bien, la fabrique reste là pour aiguillonner. Puis, tu sais, c'est un petit milieu, les bibliothécaires, les conseillers pédagogiques. Donc, c'est facile d'échanger puis de trouver la personne qui a la réponse. Alors, il ne faut pas hésiter, même si vous n'êtes pas avec la fabrique, tu sais, mettez-la la licence CC BY. Puis, CC BY, là, hein? Mettez pas là, CC BY NCSA. Oui, elle existe, mais essayez d'être ouvert le plus possible parce que le but, c'est d'être ODD aujourd'hui, hein, de démocratiser le savoir, la connaissance, de partager le plus possible. Donc, soyez ouverts, puis vous avez la responsabilité de ce que vous faites, mais pas ce qui est fait après. Puis c'est les autres qui vont avoir cette responsabilité-là. Fait qu'il faut essayer d'être ouvert puis de voir à démocratiser le savoir. Voilà mon speech de fin. Je peux peut-être repartir. Est-ce qu'il y a des questions peut-être au micro? Parce que là, ça a commencé un petit peu à ralentir dans le chat. Je vais repartager mon écran si vous voulez pour la petite dernière diapo. Et par la suite, donc, je ne sais pas, Christian, si tu veux terminer cette petite partie-là. Oui, donc on en a parlé au début, mais on tient vraiment à vous le dire, le répéter. Donc, pour la sollicitation 2025, c'est lancé. Donc, la documentation est disponible en ligne. Donc, on a mis le lien. Peut-être qu'on pourra le remettre dans le clavardage. Donc, vous avez accès au guide
de dépôt d'un projet et aussi du formulaire. Donc, on a les coordonnées là-dedans aussi pour nous contacter. Je vais les donner tantôt, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques sur comment je monte mon dossier. Je pourrais vous aider à ce niveau-là. Et la date limite pour déposer un projet, le 10 février 2025 à midi. Donc, on rappelle qu'il y a 2 catégories, notes de cours et manuel, donc 10 000 maximum de budget pour les notes de cours, 15 000 pour la création de manuel ou l'adaptation. Puis, dans la dernière dia, tu peux avancer, voilà. Pour nous joindre, l'adresse projet@fabriquerel.org. Sur notre site web, si vous voulez explorer, n'hésitez pas à y aller. La trousse est présente. On a différentes informations. Puis, on vous invite à nous suivre, à vous abonner sur LinkedIn, donc Fabriquerel en un mot. Et puis, à ce moment-là, nous, on publie là, différentes informations en lien avec les ressources éducatives libres. Donc, ça peut être intéressant de nous suivre de ce côté-là. Alors, et je rappelle aussi que le 21 janvier, ah oui, ben voilà, on l'a écrit. Donc, le 21 janvier, on a une séance questions-réponses, là, vraiment pour le dépôt de projet. Donc, si vous avez des questions à la fin pour comment monter le formulaire, des choses comme ça spécifiques, ben, on pourra répondre à vos questions à ce moment-là. C'est vraiment questions-réponses. Donc, voilà. Merci, Christian. Oui, merci. Si Oui, je peux me Marianne, permettre, vas-y. Christian, Oui. dans le cas de soumettre un dépôt pour l'appel à projet de la Fabriquerel, vous aurez à indiquer la licence libre ou ouverte souhaitée. Toutefois, sachez que ce n'est pas coulé dans le béton, hein. Il y aura les projets qui vont être sélectionnés auront une activité autour du choix de la licence, où est-ce qu'on ira encore plus en profondeur. Généralement, ça se fait avec une personne du bureau du droit d'auteur de l'Université Laval. Donc, vous aurez toujours aussi la possibilité de réajuster votre choix de licence parce que c'est quand même votre choix à vous. Vous détenez l'ensemble de vos droits d'auteur et c'est important de bien comprendre, comme Nadia l'a dit en début de séance, c'est important de bien comprendre les enjeux derrière le choix d'une licence. Ça soulève des questionnements, surtout dans le cas d'une première réelle. Donc, on trouve notre niveau de confort dans les options de partage. Donc, en espérant que ce ne soit pas un frein pour vous de choisir une licence libre ou ouverte à soumettre un projet, dites-vous que vous aurez l'opportunité d'affiner vos connaissances davantage pour finalement vous positionner là, par la suite, tant que vous restez dans une licence libre ou ouverte. Merci beaucoup. Bien écoutez, c'est ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Sachez que la présentation et les enregistrements des 2 rencontres vont vous être partagés, que vous ayez assisté lundi ou non, ça va être envoyé à tout le monde. Donc, comme je vous disais, en d'entrée de jeu, un peu de montage, un peu de filtre, puis on va être bien beau pour vous dans l'enregistrement. Donc, écoutez, merci. N'hésitez pas, contactez-nous. Contactez aussi vos bibliothèques, vos conseillers pédagogiques dans vos institutions. Voilà. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Merci tout le monde. Merci pour votre belle participation. Au revoir. Merci. Au revoir.